Ja, Julie, zo noemen we je nu eenmaal allemaal bij je voornaam in de ABS. Julie fait partie de la famille. Quand je vous vois, Julie, je vois beaucoup de casquettes sur la même tête qui se superposent là avec une logique implacable. Médecine, cardiologie, cardiologie, cardiopathie congénitale, congénitale enfant, adulte, congénitale héréditaire ou non, héréditaire, génétique. Voilà, vous savez tout, Julie est une multitasking woman, clinicienne vraie, avec une attention délicate pour ses patients, chercheuse pointue, ce qui lui a valu de recevoir tout récemment le prestigieux prix Baillet-Latour, ici même à l'Académie, des mains de notre reine Mathilde. Julie a une expertise phénoménale dans le domaine du syndrome de Marfan. On ne compte plus ses interventions dans les congrès et les centres d'expertise et ses multiples publications. Elle va nous parler du long chemin qui mène de la recherche à la médecine de précision. Un grand merci, Louchka, pour l'introduction. Un grand merci aussi à Yvonne et à Léon et à toute l'équipe de l'ABSM de m'inviter ici aujourd'hui. C'est un grand honneur d'être là. Et je vous félicite premièrement avec vos 20 ans d'existence. C'est vraiment une prestation vraiment très, très, très exceptionnelle et je vous en félicite avec tout mon cœur. Donc le thème duquel je voulais vous parler, donc c'est le long chemin qui a mené à la médecine de précision pour le syndrome de Marfan. Et je veux dire depuis le début que c'est pas seulement Marfan, mais aussi les maladies génétiques de l'aorte thoracique. Parce que s'il y a dans les 20 ans de l'existence de l'association, s'il y a une chose qui a beaucoup évolué, c'est le spectre des maladies de l'aorte thoracique. Et je vais vous montrer ça avec quelques exemples qui sont très significatifs dans ce domaine. Donc, dans l'année 99, à la fondation de l'ABSM, la vie était, disons, assez simple. Je ne veux pas dire que c'était trop simple, mais je vais vous expliquer qu'il y avait dans ce temps, si on voyait un patient avec un anévrisme ou une dissection de l'aorte, et avec des signes phénotypiques très typiques, avec les longs doigts, on pensait au syndrome de Marfan, ça c'est sûr. Et il y avait les fondateurs, il y avait le professeur Lin Sakai qui a identifié la protéine fibrilline 1, il y avait le professeur Alditz qui a identifié le gène, et il y avait le professeur Anne de Pape qui nous a donné la nosologie de Gand, et c'était... en fait, c'est eux trois qui sont en fait les fondateurs du syndrome de Marfan comme on le connaît aujourd'hui. Donc il y avait un syndrome Marfan, il y avait un gène FBN1. Mais au cours des années, ça n'a pas resté, la situation n'est pas restée si simple que ça. Et on savait déjà à ce temps-là qu'on avait des questions. Il y avait des gens avec le syndrome de Marfan, avec la phénotype du syndrome de Marfan, mais qui n'avaient pas des mutations dans le gène FBN1. Il y avait un groupe de patients avec un phénotype, donc avec une expression clinique qui était un peu différente du syndrome de Marfan, avec des aspects un peu spécifiques et qui ne montaient pas dans la nosologie. Et il y a aussi pas mal de patients avec des anévrismes ou des dissections de l'aorte thoracique qui n'ont pas d'autres signes, donc des cas, disons, isolés, des problèmes isolés au niveau de l'aorte qui sont présents dans plusieurs membres de famille, donc des cas familiaux. Premièrement, et il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissent très bien, nos chercheurs amis de Paris, en collaboration avec une équipe du Japon, qui ont identifié en 2004 un autre gène, le gène TGF-bêta récepteur 2, dans des patients qui montraient des signes phénotypiques très similaires au syndrome de Marfan. Donc ils ont appelé ça le syndrome de Marfan type 2 en 2004. Donc ça nous donnait déjà une réponse à notre question, pourquoi est-ce qu'il y a des gens Marfan qui n'ont pas de mutation dans le gène FBN1. Il pourrait que ce sont des mutations dans d'autres gènes, dont le gène TGF-bêta récepteur 2. Très peu après, en 2006, pour être plus précis, il y a deux autres chercheurs amis, donc il y a Bart Lewis qui est là parmi nous, et il y avait professeur Ditz, qui ont identifié des patients avec un phénotype
un peu différent du syndrome de Marfan. Donc, par exemple, avec la luette bifide et avec l'hypertellurisme, donc les yeux qui sont un peu plus écartés que normalement. Et on a appelé ça le syndrome de Loeys-Dietz, qui est causé par des mutations, de nouveau dans le même gène, mais dans le gène TGF-bêta récepteur 1 ou 2. Après, en 2010, il y a notre collègue de Houston, à Texas, Diana Milevich, qui a identifié un autre syndrome. Donc, c'est un nom un peu difficile, Smooth Muscle Cell Dysplasia. En bref, c'est un syndrome aussi avec des anévrismes de l'aorte, mais avec des problèmes au niveau des yeux, au niveau des vaisseaux cérébrovasculaires et qui sont causés par des mutations dans le gène ACTA2. Et finalement, il y a un autre collègue, Ingrid van der Laar de Rotterdam, avec ses collègues qui ont identifié le gène SMAD3, de nouveau dans des patients qui montrent un phénotype de nouveau un tout petit peu différent. Ils ont appelé ça le anévrisme ostéoarthritis syndrome. Donc des patients avec des anévrismes de l'aorte, mais avec des problèmes au niveau des articulations, de l'ostéoarthrite. Donc il y a déjà plusieurs gènes que vous voyez là, ce sont tous des cas syndromiques, et ils ont en commun les anévrismes ou les dissections de l'aorte. Donc ça nous donne une réponse aux deuxième question. Donc il y a des gens avec un phénotype un peu différent et qui ont des maladies un peu différentes, mais qui ont tous en commun les anévrismes et les dissections, et qui sont causées par des mutations dans d'autres gènes. Les choses en commun, comme je viens de vous dire, ce sont les anévrismes ou les dissections de l'aorte thoracique. Et donc, la dernière question qu'on se posait, il y a pas mal de gens ou de familles, je dois dire, qui ont des anévrismes ou des dissections au niveau de l'aorte, mais qui n'ont pas d'autres signes phénotypiques. Et au cours des années, on a donc, avec l'évolution des techniques génétiques, on a maintenant la possibilité de tester des gènes plus efficaces. Et on a identifié des mutations dans presque tous les gènes qui causent le syndrome. Dans presque tous ces gènes-là, on retrouve des mutations chez des patients, chez des familles qui ont des problèmes de l'aorte isolés. Donc HTAD ou Heritable Thoracic Aortic Disease non syndromique. Donc ça, c'est la réponse sur la troisième question. Et donc, ces recherches et ces données que je viens de vous présenter n'ont pas seulement nous aidé à améliorer le diagnostic chez les patients, ils ont augmenté la connaissance des mécanismes qui causent les anévrismes, les dissections, les autres signes phénotypiques, et ils nous ont montré des avenues pour traitement, comme ça a déjà été mentionné. Le losartan, par exemple, ça vient de l'implication du TGF-beta pathway, et c'est à base de ça qu'on a identifié ce mécanisme. En plus, ça nous donnera, et je vais vous en parler dans les minutes à venir, des modalités d'estimer le risque de dissection ou de problèmes aortiques à base des gènes ou même à base de certaines mutations qui sont dans les gènes. Donc ici, vous voyez, je ne vais pas entrer en détail parce que ça me prendrait beaucoup plus de temps, mais à base des gènes qui sont montrés dans une personne ou dans une famille, on peut un peu estimer le risque qu'on a pour développer des problèmes au niveau de l'aorte. Donc les gènes, par exemple, les mutations dans le gène SMAD3 sont plus bénins que les gènes, par exemple, dans le gène PRKG1. Je vous donne juste cet exemple-là. Donc, je vais vous en parler. On a toute une famille maintenant. Donc, il y a le syndrome de Marfan, mais il y a les autres syndromes, il y a les cas isolés. Et notre but, c'est d'identifier les personnes ou cette personne qui bénéficient d'un tel ou un tel traitement. C'est là qu'on vient à la médecine de précision. Et là, vous voyez la définition. Ça vise à traiter chaque personne de façon individualisée en fonction de ses spécificités génétiques et physiologiques, ainsi que des caractères particuliers de sa maladie. Donc, en examinant la clinique, la présentation du patient, et en combinaison ça avec les facteurs génétiques, on essaye de mieux estimer le risque et de voir
avec quel type de traitement tel ou tel patient a le bénéfice le plus excessif. Donc, et pourquoi est-ce qu'on, d'un point de vue cardiologique, je vais mettre mon autre casquette maintenant, d'un perspective cardiologique, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Parce que il y a dans toutes ces maladies-là, il y a le risque de dissection aortique. Donc là, vous voyez une image de l'aorte. Et quand on parle d'anévrisme, vous connaissez ça très bien, je suppose, c'est une dilatation au niveau de la racine, dans la plupart des cas de l'aorte. Et là, on ne sent pas qu'on a un anévrisme. Les gens peuvent avoir des anévrismes très larges et ressentir rien. Donc ce sont des manifestations asymptomatiques jusqu'au moment où on arrive à une situation très grave, c'est-à-dire une situation de dissection aortique, qui, même avec la médecine hyper moderne qu'on a maintenant, est toujours liée à une mortalité très, très, très élevée, donc une mortalité aiguë toujours de 25%, et une mortalité, quand on arrive à l'hôpital, une mortalité à 30 jours en plus de 50%. Donc ce sont des chiffres très hauts, et on doit à tout prix éviter une situation pareille. Donc on doit éviter que les patients entrent ou n'entrent même pas avec une dissection aortique. Et la cause principale de ces problèmes, donc des dissections, c'est l'hypertension artérielle. Dans la population générale, c'est la cause principale, mais aussi la fragilité tissulaire. Et là, il y a des facteurs génétiques qui jouent un grand rôle. Quand on voit dans la population en général, on voit, là on a les courbes où on voit quand on arrive à des problèmes de dissection, donc on voit que c'est à peu près à l'âge de 50-60 ans, il y a les hommes qui ont un risque élevé, plus élevé que les femmes. Et quand on voit en bas du diapositive, vous voyez les curves pour les maladies génétiques de l'aorte, vous voyez qu'il y a que la courbe monte en avant, et vous voyez aussi que l'échelle est très différente. Hein. Donc le risque chez les patients avec des maladies génétiques est élevé avec un facteur de 100 en comparaison avec la population en général. Je viens de vous dire qu'il y a un shift, donc il y a un shift en avant. L'âge auquel il y a des problèmes est beaucoup plus jeune que dans la population générale. Et comme je viens de vous dire, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Grâce à l'évolution de la médecine, pas seulement du traitement médical, mais aussi du traitement chirurgical, il y a une amélioration significative dans la survie avec les patients avec le syndrome de Marfan ou des maladies similaires. Donc, grâce à ça, on a déjà fait un progrès significatif, mais il reste toujours une cohorte de patients qui ont des effets létals ou des effets très sévères avant l'âge de 40 ans. Et c'est là qu'on veut avoir des facteurs ou des signes qui nous montrent que telle ou telle personne ou telle famille est à un risque élevé. Et on a déjà fait, pas nous seulement, mais les chercheurs dans ce domaine ont déjà, comme je vous ai déjà dit, il y a les gènes qui peuvent nous donner de l'information. Dans les gènes, il y a peut-être des types de mutations qui peuvent nous montrer qu'il y a des gens qui sont à un risque élevé. Il y a le facteur de grossesse. On sait aussi dans la population générale que la grossesse est un risque pour les dissections. Et on sait aussi qu'il n'y a pas seulement la dissection qui peut évoquer des problèmes dans les patients avec Marfan ou avec des anévrismes. Il y a aussi un risque élevé d'arythmie ou de cardiomyopathie dans ces patients. Donc on veut faire des études ou des recherches plus élaborées sur ces aspects-là, afin de nouveau d'identifier des personnes qui sont à un risque élevé en comparaison avec la moyenne. Et donc c'est là que vient la plateforme qu'on veut, c'est pas qu'on veut, on est en train d'établir cette plateforme intégrée pour le développement d'une médecine plus précise. Et on fait ça à base de plusieurs perspectives. Donc premièrement, il y a les consortia, on dit ça, les consortia, voilà,
Donc il y a plusieurs regroupements de chercheurs. Il y a le Montalcino Aortic Consortium, il y a le ERN, donc European Reference Network, et il y a la Fondation sur un génome qui a déjà été mentionnée, et où on veut collecter des données génétiques et cliniques afin de regrouper les patients dans des différents groupes de risque, donc des données qu'on collecte à grande échelle, en fait, parce que vous savez que ce sont tous des maladies rares et qu'on a besoin de plus de cohortes importantes pour faire des études significatives. En plus, on veut caractériser les groupes de patients qui sont à risque élevé à base d'examinations cliniques, donc de l'échographie, des choses que vous connaissez tous, des échos, des scanners, des prises de sang pour identifier des biomarqueurs et d'autres examens cardiovasculaires. On combine ça avec des études plus des techniques de base, disons, des techniques dans le laboratoire. Et une des techniques qu'on utilise sont des modèles souris où on peut mieux étudier quelques facteurs, quel est le rôle du sexe, quel est le rôle de la grossesse. On peut étudier ça d'une façon plus approfondie que dans l'homme. En plus, on a les modèles souris, on a aussi les modèles de poissons zèbres qui peuvent nous aider. Les poissons zèbres, on peut faire des tests très élaborés ou des tests fonctionnels des mutations, mais on peut aussi leur donner des médicaments à grande échelle et on peut voir s'il y a tel ou tel type de traitement qui est bénéficiel dans ce type de maladie. Tout ça pour améliorer notre estimation de risque et enfin pour améliorer l'espérance de vie et la qualité de vie des patients atteints de ces maladies. Donc, j'espère que ça a été un peu clair. Je dois remercier toute une équipe. On ne fait pas des études pareilles en soi-même, on fait ça avec plusieurs collaborateurs. Ce sont mes collaborateurs principaux à Gand. Il y a des collaborateurs internationaux. Et enfin, mais c'est ma message la plus importante, j'aimerais remercier les deux femmes qui ont été très importantes dans ma carrière, sans lesquelles je ne serais pas là et on ne pourrait pas faire ces recherches. C'est Yvonne et Anne.